cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations. La ministre de l'Éducation nationale a animé ce matin à son cabinet un point de presse. Elle a fait le bilan des réalisations des autorités de la 7e République. À suivre un extrait, puis en partie magazine, la ministre de l'Éducation. Accident de circulation cet après-midi aux environs de 15 heures. C'était au niveau du Palais de Congrès. On fait le constat dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je le disais tantôt, accident de circulation cet après-midi aux environs de 15 heures. C'était au niveau du palais de congrès de Niamey, un camion qui s'est renversé sur un véhicule 4x4 à son tour. Ce véhicule 4x4 a percuté un autre véhicule 4x4. On fait le constat avec Aïssa Ibrahim Mahmoudou. Encore un accident de circulation au niveau du palais des congrès dans les environs de 15 heures. Selon les témoignages, un camion roulant à vive allure venant du rond-point hôpital a failli percuter un camion venant du virage de la direction générale des douanes qui, voulant l'éviter, s'est renversé sur un véhicule 4x4 percuté à son tour par un autre véhicule 4x4 venant du rond-point Kennedy. Le conducteur du premier camion s'est enfui laissant derrière lui un désastre. Le camion n'avait pas de frein. Il s'est renversé sur le 4x4 qui s'était fait percuter par un autre véhicule. Les autorités doivent prendre des mesures pour que pareil accident ne se reproduise plus. Heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine ni de blessés. Encore sous le choc, le conducteur du camion renversé témoigne. Je conduisais mon camion. L'autre venait du rond-point hôpital. Il a stoppé, puis engagé. J'ai freiné, mais il nous avait déjà mis dans un millimélo. Bon nombre de camions circulent dans la ville de Niamey avec un système de freinage défectueux. Combien d'accidents de cette nature enregistre-t-on chaque jour sur nos routes? Souvent, ce sont de nombreuses vies humaines qui sont sacrifiées du fait du comportement de certains conducteurs des véhicules, camions ou de motos. Il faut que les autorités prennent des dispositions pour que les lois régissant la circulation routière soient appliquées avec la dernière rigueur. Voilà, incroyable, mais vrai, prudence et vigilance en tout cas à l'endroit de tous les usagers de la route. Cela dit, la ministre de l'Éducation nationale a animé ce matin à son cabinet un point de presse. Objectif, faire le bilan des réalisations des autorités de la 7e République dans le secteur éducatif. Je propose de suivre un extrait de ce point de presse. Nous avons eu à faire des réalisations très importantes durant les 2 années. Et ces réalisations ne peuvent s'évaluer qu'à partir des objectifs qui nous ont été assignés ou les engagements que le président a pris. Il s'agit, entre autres, de l'obligation scolaire, de la gratuité et de l'obligation scolaire, de la construction d'au moins 2500 classes par an, de la formation et du recrutement de 2500 enseignants et de la dotation des écoles en manuels et en fourniture en quantité et de qualité et en quantité suffisante. Je voudrais faire un bilan par rapport à ces réalisations au niveau du ministère de l'Éducation nationale. S'agissant de la construction des infrastructures, nous avons eu à réaliser 4079 classes qui ont été construites et réceptionnées.
nous avons 4593 classes qui sont en cours de construction, soit un total de 8672 sur une prévision de 7500 sur les 3 ans. Et il faut rappeler, en 10 ans, dans ce pays, il n'a été construit que 3000 classes. Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est sorti dans un rapport du ministère de l'Urbanisme et ça a été confirmé par le MNSD en 2012 lors du bilan du président Seynou Oumar. Donc, vous pouvez constater les efforts qui ont été faits dans ce domaine. En plus de ces réalisations de l'État, il faut ajouter aussi celles des partenaires techniques et financiers, des collectivités et des ONG internationales qui ont construit durant les 2 ans 698 classes. Parmi ces partenaires, je peux citer par exemple Oxfam dans la région de Tillabéri, PAC, je peux citer l'UNICEF, je peux citer Kandaji et tant d'autres. Donc les communes de Liboré, la commune de Liboré a construit en 2 ans 24 classes sur fonds propres. La commune de Tawa a construit plus de 30 classes en 2 ans. Donc tout ça, ce sont des réalisations qui ont contribué à améliorer l'accès à l'éducation. Donc le deuxième objectif, c'est la formation des enseignants. De 2011 à 2013, au niveau des écoles normales, nous avons formé 11 092 enseignants. Ici, c'est la formation initiale. Ce sont des instituteurs et des instituteurs qui sont sortis de l'école normale. Nous avons eu à former 550 professeurs à l'école normale supérieure. C'est des professeurs. Voilà, Madame Ali Mariama, ministre de l'Éducation, que vous pourrez suivre en intégralité. Ce sera donc en partie magazine de ce journal. Cela dit, la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, a rendu public ce matin au siège de l'ANDP Zamallahia une déclaration, celle-ci est relative à la situation socio-politique et économique de notre pays. La MRN est revenue sur la visite du secrétaire général des Nations Unies au Niger et a apporté son soutien au président de la République et félicite le Premier ministre pour le vote sur la question de confiance. Je propose de suivre la teneur avec Al-Kassoum Saleh, il est membre de la MRN. Sur le plan interne, les partis membres de la MRN se réjouissent de constater la vitalité retrouvée au sein de cette structure, notamment régionale. De nombreuses adhésions et des soutiens massifs aux actions du président de la République et du gouvernement de la 7e République qui se sont traduits par l'élargissement de la majorité parlementaire. Sur le plan politique, la mouvance pour la renaissance du Niger constate le départ de plusieurs partis de l'ARN qui, soucieux de la préservation de la paix et de l'unité nationale, ont décidé d'apporter leur soutien au président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, et à son gouvernement dans leur noble mission de recherche constante de bien-être du peuple nigérien. La MRN s'en félicite et lance un nouveau appel à toute la classe politique devant les urgences de notre pays à apporter leur soutien à l'action du président de la République et du gouvernement. Manifestement, l'élan pris par la Renaissance dans l'œuvre de reconstruction nationale inquiète nos adversaires politiques. Après l'épisode des coquilles vides, qui restera à jamais aggravé dans la mémoire des Nigériens, les protagonistes de la tristement célèbre majorité sans âme de 2007 se sont à nouveau retrouvés. Ils se sont manifestement embourbés dans un terrain marécageux, animé par la haine, la soif de revanche et leurs ruses avortées. Mais malheureusement pour eux, les Nigériens ont tiré les leçons du passé et savent désormais où se trouvent leurs intérêts, fatigués qu'ils sont de la politique politicienne. Dans leur déclaration du 14 novembre 2013, traduisant leur désarroi, l'ex-majorité sans âme se félicitait de la libération des otages français d'Areva, sans pour autant féliciter l'acteur principal de cet exploit remarquable et honorable pour la crédibilité de notre pays. Ce comportement ne les honore pas et met en évidence leur conception étriquée de ce qu'est l'intérêt national. La mouvance pour la renaissance du Niger ne peut que s'en réjouir et féliciter sincèrement son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, auteur de cet exploit, et tous ceux qui l'ont accompagné dans cette entreprise. Car au moment où le Niger et son premier représentant sont à l'honneur partout dans le monde,
eux, ils se sont enfermés dans leur logique de politique politicienne. Aussi, il n'y a pas de doute que les actions de notre pays s'affirment progressivement comme ceux d'un pays émergent grâce au dévouement des autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou. Et puis à noter ce dénouement heureux, signature d'un protocole d'accord hier entre le ministre des Finances et le bureau exécutif du syndicat des agents des impôts SNAI. À cette occasion, donc, le SNAI a rendu public une déclaration de presse suivie d'un point de presse animé par le secrétaire général du SNAI. Un protocole d'accord entre le ministère des Finances et le syndicat national des agents des impôts SNAI qui comporte 11 points dont entre autres la réforme des textes portant organisation de la Direction générale des impôts, la construction d'un siège pour la Direction générale et des locaux pour les structures régionales, la dotation de la DGI en moyens matériels roulants informatiques et locaux, l'élaboration d'un plan de carrière pour les agents de la DGI, la nomination des responsables régionaux de la DGI par décret, l'organisation de formations spécialisées, notamment dans les domaines des banques, des assurances, du pétrole, des mines, des télécommunications, du droit immobilier, droit foncier, de l'informatique, du secrétariat et des géomètres, pour ne citer que cela. Les deux parties conviennent que compte tenu de l'évolution socio-économique du Niger, notamment dans le domaine cité, la spécialisation des agents des impôts constitue un enjeu majeur dans l'effort de mobilisation des ressources. Les deux parties s'engagent, conformément à la réglementation en vigueur, à élaborer et à mettre en œuvre un plan de formation spécifique dans le domaine cité pour la spécialisation des agents de la DGI. Du point 9, de l'ouverture des différents concours professionnels à l'ENI d'Algérie, à l'ENAREF de Ouagadougou. Les deux parties conviennent de la compatibilité du besoin et du départ en formation conformément au plan de formation de la DGI et des possibilités offertes par les pays d'accueil. Le ministre s'engage à saisir le ministre de la fonction publique pour examiner la faisabilité de la réouverture de ces concours dans les meilleurs délais. Après donc ces points de la déclaration du protocole d'accord, le secrétaire général du SNAI, Oumar Moussa, a animé un point de presse pour donner d'autres détails concernant ce protocole d'accord et du coup, le mot d'ordre du mouvement que le SNAI voulait engager est levé. Effectivement, nous avons levé le mot d'ordre de grève du Ben SNAI hier, donc un peu tard dans la soirée. Je vais revenir un peu sur un certain nombre de points que j'avais évoqués tantôt. Il s'agit des points notamment concernant les réformes au niveau de la Direction générale des impôts. Au niveau des réformes de la Direction générale des impôts, nous avons insisté sur le principe qu'il y ait le réseau comptable de la DGI, parallèle au réseau comptable du Trésor. Parce que dans beaucoup de pays, en tout cas de l'UEMOA, c'est ce qui est en train d'être appliqué. Mais qu'à la date d'aujourd'hui, au Niger, on traîne. Dans le cadre toujours de la réforme, nous avons voulu à ce que il y a une direction qu'on appelle la direction de l'informatique, de la comptabilité et des études qui doit être scindée en deux directions distinctes, la direction de la comptabilité et des études et la direction de l'informatique. Comme vous le savez, donc, le réseau comptable de la DGI doit être informatisé. Et c'est pour cette raison que nous avons estimé nécessaire. Donc, au-delà même du réseau comptable de la DGI, toute la DGI doit être informatisée. Donc, c'est une direction qui doit y avoir au niveau de la DGI. Cette signature du protocole d'accord est la résultante du souci partagé de maintenir la quiétude et la sérénité au ministère des Finances. Restons sur le front social, cette fois-ci pour signaler ce communiqué de presse du ROTAB. C'est le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire qui s'est interrogé sur la volonté réelle du gouvernement à défendre les intérêts du pays face à la duperie des firmes chinoises au regard de tout ce qui précède. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ROTAB, dénonce l'opacité qui entoure les conditions de négociation et l'octroi des permis miniers et pétroliers. Demande la publication des rapports d'audit engagés par le gouvernement sur les coûts réels d'installation de la SORAS et d'Agadem. Exige du gouvernement le versement intégral et effectif aux collectivités territoriales des 15%
les revenus miniers et pétroliers conformément aux articles 152 de la Constitution 95 du Code minier et 146 du Code pétrolier. Exige la création des fonds pour la génération future, pour les générations futures prévues par la Constitution en son article 153. Exige la réalisation d'un audit sur toute la chaîne d'exploitation du pétrole, notamment la commercialisation de l'essence super, le gasoil et le fluel, la filière transport, les renversements dans la société nigérienne de pétrole Sonidep et l'utilisation de la main-d'œuvre. Demande enfin aux organisations de la société civile, à tout le peuple nigérien, de veiller au respect des dispositions de la Constitution relatives à l'exploitation des ressources naturelles et du sous-sol afin d'éviter à notre pays le syndrome de la malédiction du pétrole. Signé le coordinateur exécutif du ROTAP. Cela dit, ouverture ce matin à l'hôtel Les Rogniers d'un atelier de formation des formateurs des écoles professionnelles et des cadres centraux du ministère de la Santé publique. Un atelier qui vise à renforcer les capacités des institutions et autres acteurs intervenant dans le domaine de la santé sur les achats durables en passation de marché. Le compte-rendu est signé d'Amana Blay. Achat durable en passation des marchés, c'est le thème retenu pour la formation des formateurs des écoles professionnelles et des cadres centraux du ministère de la Santé publique. Occasion saisie par la représentante de l'INFPA de rappeler le contexte dans lequel se tient le présent atelier. Le Niger s'est engagé aussi à rendre disponibles et accessibles des services de santé de la reproduction de qualité à travers plusieurs programmes et stratégies de santé publique, dont, entre autres, un plan stratégique de sécurisation des produits essentiels de santé de la reproduction 2009-2015. Cependant, la complexité des procédures de passation des marchés et les insuffisances dans l'approvisionnement des produits essentiels en santé constituent souvent des obstacles dans la mise en œuvre efficace de ces programmes. Ouvrant les travaux de l'atelier, le directeur général de la santé publique a tout d'abord témoigné l'importance qu'accorde le ministère de la Santé publique à l'atelier avant de revenir sur le concept de passation des marchés. Le concept de passation des marchés a longtemps été conçu comme une spécialité verticale propre à une catégorie de professionnels. Aujourd'hui, force est de constater que l'exercice de passation des marchés est en réalité transversal et que nous y faisons face à quelque niveau de responsabilité que l'on soit dans le système de santé. C'est dans ce cadre que se situe la présente formation. Le ministère de la Santé publique vise l'institutionnalisation de cette formation en passation de marché à travers l'appui que nous apporte l'INFPA. En vous choisissant en tant que formateur des établissements d'enseignement professionnel, représentant des ministères de tutelle de l'enseignement et cadres centraux du ministère de la Santé publique, pour cette session de formation spécialisée sur le thème « Achat durable en passation des marchés », nous espérons atteindre notre cible principale, que sont les étudiants de vos institutions. Cet atelier, qui va durer 3 jours, permettra sans nul doute aux participants d'atteindre les résultats assignés afin d'améliorer les qualités des services de santé. Actualité dans nos régions, le gouverneur de la région de Tillabéri, lui, a procédé hier au lancement de la vulgarisation du protocole national de la santé publique, un projet qui vise à promouvoir la sécurité alimentaire. Le compte-rendu avec Ismaël Beidi. Cette cérémonie marque le lancement de la journée de vulgarisation du protocole national de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë du projet sécurité alimentaire et promotion de la résilience PROSAR dans la région de Tillabéri. Le PROSAR est l'un des projets parmi tant d'autres financés par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne dans la région de Tillabéri, principalement dans 11 communes, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, surtout les femmes et les enfants.
Après le mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Tillabéri, ce fut au tour du directeur régional de la santé publique de Tillabéri, représentant le ministre de la Santé, de remercier la République fédérale d'Allemagne d'avoir appuyé le projet sécurité alimentaire et promotion de la résilience. L'enquête nationale qui a été réalisée en mai-juin 2013 a révélé une prévalence de 13,3% de malnutrition aiguë globale, ce qui est supérieur au seuil critique de 10%. De l'autre côté, l'enquête a révélé aussi 3,1% des formes sévères de malnutrition. Donc c'est pour vous dire combien de fois vraiment ce lancement est très important à nos yeux et apporte beaucoup de choses, un plus à notre région. C'est l'occasion aussi pour remercier la République fédérale d'Allemagne qui a bien voulu appuyer le PROSAR, le projet sécurité alimentaire et promotion de la résilience, pour ce lancement de vulgarisation du protocole de prise en charge et de prévention de la malnutrition au niveau de la région. À travers le programme PROSAR, l'Allemagne désire contribuer aux efforts de l'État nigérien dans sa politique de prise en charge alimentaire et nutritionnelle, à savoir l'initiative 3N et d'autres politiques au sein du PDS. Le Niger et la République fédérale d'Allemagne sont liés par plus de 50 ans de coopération fructueuse, y inclut, comme nous avons appris maintenant, dans la région de Tillabéri. La lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et la promotion de la résilience constituent facteurs clés pour que le pays réussisse à franchir l'échelon supérieur de son développement. Nous sommes très satisfaits d'y pouvoir contribuer et sont confiants qu'avec la bonne volonté de tous les acteurs, le programme sera un grand succès. En procédant au lancement, le gouverneur de la région de Tillabéri a, au nom des populations, adressé leur profonde gratitude au peuple allemand, avant de revenir sur les activités déjà réalisées par le PROSAR dans la région. Le PROSAR qui lance aujourd'hui ce programme nutrition a déjà réalisé plusieurs activités dans notre région, dont notamment la formation des membres des commissions foncières au niveau des communes, le cash et le food for work pour les ménages vulnérables, le cash transfert, la mise à disposition des ménages vulnérables de semences de qualité, etc., etc. L'objectif poursuivi par le PROSAR est donc d'améliorer les conditions alimentaires et nutritionnelles des populations vulnérables dans 11 communes de la région de Tillabéri. PROSAR a formé les populations sur la prise en charge et la prévention de la malnutrition. PROSAR a également formé le personnel de santé, les autorités communales et le personnel des foyers d'apprentissage pour la réhabilitation nutritionnelle. Ensuite, l'ambassadeur d'Allemagne au Niger a remis au gouverneur des intrants et des produits pour la prévention et la prise en charge de la malnutrition au niveau de 47 CSI et 3 centres de récupération nutritionnelle intensive repartis dans 11 communes de la région de Tillabéri. Notons enfin que l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Niger et son staff ont mis à profit cette cérémonie pour effectuer des séries de visites. D'abord au centre de récupération nutritionnelle intensive de Tillabéri, le bureau d'antenne PROSAR et à l'atelier de mise en place et de formation des commissions foncières de base de la commune urbaine de Tillabéri. Restons à Tillabéri toujours cette fois-ci pour signaler cette journée mondiale dédiée aux toilettes, une journée initiée depuis 2001 par les Nations Unies qui vise à permettre un meilleur accès à l'assainissement aux populations rurales. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Idima Mansiraji, Ibrahim Ide, dans un commentaire signé Mariama Soumana. Vous avez dit assainissement, alors je m'engage. Tel est le thème choisi pour célébrer cette année la Journée mondiale des toilettes. Initiée depuis le 19 novembre 2001 par les Nations Unies, et ceci dans le but de permettre un meilleur accès à l'assainissement aux populations du monde les plus démunies. Au Niger,
C'est la commune urbaine de Tillabéri qui a été retenue pour abriter les manifestations rentrant dans le cadre de la célébration de cette 12e édition. L'insuffisance de l'hygiène et de l'assainissement a comme conséquence la prolifération des maladies comme le paludisme, le choléra, le ver de Guinée, etc. Du reste, le choix porté sur la région de Tillabéri pour cette première édition n'est pas fortuit, mais s'explique par la récurrence des maladies liées à l'eau, par manque d'hygiène et d'assainissement adéquat, dont le choléra. Présente au Niger depuis seulement 3 ans, c'est l'ONG International Water Aid qui a financé intégralement l'activité. Au regard déjà de cette mobilisation, parce que WaterAid, c'est ça aussi le plaidoyer, c'est de mobiliser les gens autour de la question de l'assainissement, autour de la question de l'eau et autour de la question de l'hygiène. Et donc nous déjà, ça c'est un premier résultat qu'on peut déjà mettre à l'actif des partenaires et surtout de l'État. Et l'autre aspect aussi, c'est les projets qui sont en train d'être initiés, notamment tout ce que vous l'avez entendu parler, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement l'a dit. Il y a des projets actuellement qui sont initiés au niveau de Tillabéri, mais également aussi au niveau national. La commémoration de cette journée a été le lieu pour les acteurs intervenant dans le domaine de l'assainissement d'interpeller les autorités. C'est le cas du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le gouvernement de la 7e République a pris d'importants engagements sur le plan international. Quand on se rappelle déjà des engagements que vous avez pris à Marseille, vous avez également pris des engagements à Bamako, à N'Djamena, à Paris, mais également les derniers engagements remontent de Washington, où vous avez pris part au sommet de haut niveau sur les questions de l'hygiène et de l'assainissement. Mais cette année également, votre ministère sera en avril prochain à Washington pour réviser ces engagements que vous avez pris pour faire le point de la situation de l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement au niveau du Niger. Comme notre engagement est de rappeler aux autorités, vous avez pris des engagements à faire 1000 latrines, où est-ce que nous en sommes? Vous avez promis à Tillabéri 1000 forages, est-ce fait? C'est ça notre rôle, de rappeler, peut-être il y a un oubli souvent, pour que l'État revienne pour corriger ce qui n'a pas été fait. La commune rurale de Sinder est l'une des communes qui ont le plus bénéficié de l'appui de WaterAid dans le domaine de l'assainissement. Quelle importance revêt une telle journée aux yeux du maire de cette commune? Parce qu'il y a 1 million AEP qu'ils ont pris à l'accompagner dans le cadre de la gestion des points d'eau. Et encore, ils se sont investis aussi dans le cadre de l'assainissement total ATCP au niveau des villages. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des latrines, ils sont en train de faire des points d'eau à travers certains partenaires, tels que WaterAid qui les appuie. Selon une étude, plus de 6,2 millions de Nigériens n'ont pas accès aux toilettes, alors qu'il existe des mécanismes pour appuyer ce secteur. La fin de la cérémonie marquant la célébration de cette édition 2013 de la Journée mondiale des toilettes a été marquée par la signature d'un engagement des autorités présentes, dont le gouverneur et le maire de Tillabéri. Engagement qui leur fait désormais obligation de prioriser l'assainissement de leur politique. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est relative au point de presse animé par la ministre de l'Éducation nationale. Madame Ali Mariama revient sur les réalisations des autorités de la 7e République, notamment dans le secteur de l'éducation. Très bonne réception. Au revoir. De la 7e République, on fait de l'éducation une des premières priorités. Et le président de la République, son Excellence, M. Issouf Mahamadou, a décidé de consacrer le quart du budget national à l'éducation. Et ce choix n'est pas fortuit. Ce choix n'est pas un engagement propagandiste ou de la démagogie. C'est parce que nous avons la conviction que l'éducation est le socle du développement dans un pays. Nous avons eu à faire des réalisations très importantes durant les 2 années. Et ces réalisations ne peuvent s'évaluer qu'à partir des objectifs qui nous ont été assignés.
ou les engagements que le président a pris. Il s'agit, entre autres, de l'obligation scolaire, de la gratuité et de l'obligation scolaire, de la construction d'au moins 2500 classes par an, de la formation et du recrutement de 2500 enseignants et de la dotation des écoles en manuels et en fournitures en quantité et de qualité et en quantité suffisante. Je voudrais faire un bilan par rapport à ces réalisations. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, s'agissant de la construction des infrastructures, nous avons eu à réaliser 4079 classes qui ont été construites et réceptionnées. Nous avons 4593 classes qui sont en cours de construction, soit un total de 8672 sur une prévision de 7500 sur les 3 ans. Vous pouvez constater les efforts qui ont été faits dans ce domaine. En plus de ces réalisations de l'État, il faut ajouter aussi celles des partenaires techniques et financiers, des collectivités et des ONG internationales qui ont construit durant les 2 ans 698 classes. Parmi ces partenaires, je peux citer par exemple Oxfam dans la région de Tillabéri, PAC, je peux citer l'UNICEF, je peux citer Kandaj et tant d'autres. Donc les communes de Liboré, la commune de Liboré a construit en 2 ans 24 classes sur fonds propres. La commune de Tawa a construit plus de 30 classes en 2 ans. Donc tout ça, ce sont des réalisations qui ont contribué à améliorer l'accès à l'éducation. Donc le deuxième objectif, c'est la formation des enseignants. De 2011 à 2013, au niveau des écoles normales, nous avons formé 11 092 enseignants. Ici, c'est la formation initiale. Ce sont des instituteurs et des instituteurs qui sont sortis de l'école normale. Nous avons eu à former 550 professeurs à l'école normale supérieure. C'est des professeurs de CEG. Nous avons formé 18 409 enseignants contractuels. Nous avons formé 52 433 au cours des CAPED. Ce sont 82 484 enseignants qui ont reçu des formations de tout type. Nous avons recruté 5 800, 3 900 en 2011, 1 900 en 2012 et le processus de recrutement pour cette année est en cours au niveau de la fonction publique. En plus de cela, nous avons le recrutement des enseignants pour les besoins de l'expansion du système. Chaque année, le ministère s'est engagé à recruter 5 000 enseignants chaque année. Et durant les 3 ans, nous avons recruté 15 000 pour la base 1 seulement, sans compter la base 2. Le ministère a mis à la disposition des écoles et des élèves 3 millions, j'ai dit bien 3 964 059 manuels. C'est des livres de lecture, des livres de grammaire, les livres d'études du milieu. Nous avons aussi acquis 88 000 guides des maîtres pour accompagner donc, ces manuels d'élèves. En ce qui concerne les fournitures, nous avons acquis cette année seulement des fournitures d'une valeur de 2 600 millions qui sont composées de 12 710 458 cahiers, 18 774 000 unités de fourniture. Nous avons aussi acquis 5 917 835 000 unités de matériel collectif. Ça, c'est les matériels destinés aux classes. Ce sont les grandes règles, les compas et les équerres. Donc, et pour l'année 2013, nous avons un marché de 6 649 156 697 qui a été attribué et que nous allons réceptionner au plus tard en fin décembre. Et en plus de cela, le ministère a mis à la disposition des services centraux et des services déconcentrés des matériels roulants, les véhicules. On a acheté 59 véhicules double cabine, 4x4 double cabine, 10 véhicules berlines. Nous avons acheté 90 motocross
on a mis à la disposition des encadreurs pédagogiques. Nous avons acheté 100 ordinateurs que nous avons mis aussi à la disposition des structures. Donc tout ça, c'est des financements énormes qui sont faits dans le secteur de l'éducation. Et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer notre système éducatif et de le rendre très performant. Nous avons de très belles perspectives. Ces perspectives s'offrent à nous à travers le programme sectoriel que nous avons élaboré et adopté en juillet passé, qui a été adopté, endossé par tous les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et la société civile. Et je peux vous informer et informer l'opinion que hier seulement, nous avons reçu du Partenariat mondial de l'éducation un don de 45 milliards de francs CFA. L'AFD aussi nous a fait une annonce de 15 millions de dollars qui seront aussi bientôt décaissés. Sur les 3 ans, il y a 771 classes qui sont construites et réceptionnées. Il y a 633 classes qui sont en cours de construction. 6340 tables bancs qui sont confectionnées et mises à la disposition des écoles et 6700 autres dont les marchés ont été attribués. Donc, d'importantes quantités de fournitures ont été mises à la disposition des élèves à la rentrée. Vous avez dû certainement voir les images où vous avez dû constater sur le terrain. À titre illustratif, chaque élève du CI au CE a reçu 3 cahiers, et du CEM au CEM1, chaque élève a reçu 4 cahiers. Pour finir, donc, je voudrais aussi dire qu'il y a un point très important, celui du dialogue social et du partenariat. Nous, au niveau du ministère de l'Éducation, nous avons 68 syndicats qui sont partenaires de l'éducation. Nous avons eu, durant 2 ans, à mener des négociations avec eux. Et ce qui nous a permis de terminer 2 années scolaires en beauté, avec des examens bien réussis en fin d'année. Conformément aux recommandations du Forum national sur l'éducation, le gouvernement a déclaré, a consacré l'année 2013-2014 comme l'année de l'éducation. Et nous devons tous travailler dans ce sens. Vous, journalistes, vous devez nous aider à gagner ce pari, celui de faire de cette année une année de l'éducation, pour le grand bonheur des élèves nigériens et pour permettre aussi au peuple nigérien d'atteindre ses objectifs ou ses aspirations de bien-être.